Je vais commencer par, non pas vous présenter puisque c'est fait, mais présenter les trois autres personnes qui viennent de nous rejoindre. Madame Dec-Garcia, vous êtes directrice du groupement hospitalier Lyon-Sud. Ça fait partie des hospices civils de Lyon. Et vous avez mis, vous, en place un système, du Lean Design. Et vous allez nous raconter très exactement ce dont il s'agit. Le docteur Fanny Eke, à côté de vous, vous êtes chef du pôle gériatrie, vous, au centre hospitalier de Valenciennes. Merci d'être venu jusqu'à Lyon, parce que vous aussi, vous avez une sacrée expérience de Lean à nous conter, j'allais dire. Et puis, Philippe Lorineau, vous êtes professeur honoraire à l'ESSEC, et plus spécialement spécialisé dans le contrôle de gestion, chercheur en gestion d'organisation. Donc, on a déjà pas mal parlé de Lean Management pendant une demi-heure. On va en reparler. Le choix a été fait d'axer cette table ronde sur cette méthode managériale, donc vous allez encore en entendre parler. Mais je voudrais quand même commencer, Philippe Lorineau, avec vous, pour vous demander, vous êtes le seul qui n'êtes pas un hospitalier dans cette ronde, vous êtes donc spécialiste. Quelle est, pour le professeur que vous êtes, la définition exacte, avant que l'on ne l'applique à l'hôpital avec une certaine réussite, malgré des difficultés au départ, quelle est la définition exacte du Lean Management ? Oui, alors très rapidement, parce que ça risque d'être un peu redondant ou répétitif par rapport à la présentation d'Ariane Bouzette et de Patrick de Coster, je dirais que le Lean, historiquement, parce qu'il y a une longue histoire maintenant, comme ils l'ont dit d'ailleurs, le Lean est apparu comme une réponse à la complexité des situations dans des organisations qui peuvent être des entreprises, qui peuvent être les hôpitaux, complexité et insatisfaction. Insatisfaction à la fois des acteurs de l'organisation, notamment en termes de sens du travail, et insatisfaction des bénéficiaires du service, dans le cas des hôpitaux, notamment des patients ou des familles des patients, par rapport à la satisfaction de leurs besoins. Cette réponse du Lean a d'abord pris la forme de la gestion de la qualité historiquement. Et dès les années 20 et 30 aux États-Unis, s'est mise en place une espèce de révolution managériale anti-taylorienne qui a privilégié 5 aspects, et c'est les 5 aspects que je retiendrai comme définition du Lean. Le premier aspect, c'est de dire que ce qu'il s'agit de piloter en fait, quand on pilote une organisation, c'est une activité collective. C'est des gens qui font des choses ensemble et des gens qui ont à la fois des profils de compétences et des fonctions différentes. Chacune des personnes intervenant, par exemple, dans le parcours du patient, entre parenthèses, le parcours du patient dépasse les frontières de l'hôpital, implique la médecine de ville, peut impliquer différentes institutions ou différents acteurs à l'extérieur de l'hôpital. Le parcours du patient va impliquer une très grande variété d'acteurs de compétences diverses, et chacun de ces acteurs n'a qu'une pièce du puzzle, n'a qu'une vision très partielle de la totalité de ce parcours. Et ce que rappellent donc les pionniers de la gestion de la qualité, c'est de dire ce qu'il s'agit de piloter, c'est la performance de l'ensemble. Et donc, par définition, une activité collective. Donc, collectif, j'insiste sur le mot collectif. Et ceci soulève des problèmes lorsque, par exemple, dans des organisations qui prétendent pratiquer le Lean, on favorise l'individualisation de la performance. Les pionniers de la qualité étaient très hostiles à l'individualisation de la performance. Deuxième aspect que je mettrai en avant, c'est, et Patrick de Coster et Ariane Bouzette l'ont bien montré dans leur cas, c'est que rien ne peut remplacer l'expérience des acteurs de terrain. Un autre pionnier du Lean, qui était le japonais Ono, qui a mis en place la qualité totale, le système Toyota de production chez Toyota, disait « Les acteurs sont les penseurs de l'activité ». Et donc, les intellectuels, on pourrait dire, de l'activité, les intellectuels de la performance, ce sont les acteurs de terrain. Troisième caractéristique sur laquelle j'insisterai, c'est le fait que puisqu'on est confronté à des problèmes complexes à la fois en termes de technologie, d'organisation et de besoins de ceux à qui on s'adresse, par exemple les besoins des patients, qui sont extrêmement divers, très variables, très évolutifs, les réponses sont forcément exploratoires, expérimentales. Et donc on est dans une démarche tâtonnante, où on essaye des choses, et les solutions que l'on apporte ne sont jamais la vérité avec un grand V. Ce sont des hypothèses que l'on teste.
Quatrième point, sur ce troisième point, je signalerai au passage que les dérives sont nombreuses. Et une des premières dérives qui sont apparues historiquement, ça a été de transformer ce modèle exploratoire, le PDSA, Plan Do Study Act. Le S de study est très important. On essaye et on voit ce que ça donne. A été transformé en PDCA, Plan Do Check Act, check, contrôle. On est sûr qu'on a fait la bonne hypothèse et on contrôle que cette hypothèse est bien mise en œuvre. On est dans une démarche de type planification classique, planification-contrôle. Quatrième chose, donc, quatrième élément qui est constitutif du Lean historique, je dirais, c'est le fait que dans cette démarche exploratoire, les outils, et là encore mes prédécesseurs l'ont bien mis en évidence, les outils sont eux-mêmes des outils, rien de plus, jetables. On les essaye, on voit ce que ça donne, on voit s'ils sont efficaces. Comme un marteau, comme un indicateur de performance n'est pas plus la vérité qu'un marteau. L'indicateur de performance n'a de valeur que s'il est heuristique, s'il aide les équipes de terrain, à comprendre les problèmes, à essayer de leur apporter des solutions. Et surtout pas sacraliser les outils et les techniques. Et cinquième point, et ceci va de pair avec les précédents, ça va de pair avec un changement de la culture managériale, développer un management, une culture managériale que j'appellerais humble, puisque les équipes de terrain, l'expérience des équipes de terrain est irremplaçable. Il faut que le management sache être à l'écoute et développer l'expression des équipes de terrain, humble et ambitieux. Les deux choses vont de pair. Je crois que pour être ambitieux dans la progression de l'organisation, il faut savoir être humble dans le fonctionnement quotidien. Voilà les 5 points sur lesquels j'aurais souhaité insister. Donc en 2 mots, le Lean dans sa version packagée n'est pas celui qui doit être appliqué à l'hôpital. Non, pas plus à l'hôpital qu'ailleurs d'ailleurs. Je crois qu'il y a eu beaucoup de dérives sur ce qu'on appelle Lean qui sont liées au fait que vendre ce que je viens de présenter n'est pas facile. C'est un message complexe. Dire il faut donner la parole, développer la parole et l'expression des équipes de terrain, les outils, il ne faut pas les sacraliser, etc. Lorsqu'on est dans une démarche commerciale de vendre le Lean comme un package, les 5 points sur lesquels je viens d'insister sont un peu contre-productifs d'un point de vue commercial. Et je pense qu'il y a eu une tendance, peut-être sous l'influence de certaines sociétés de conseil, sous l'influence de certains théoriciens du Lean qui ont voulu faire du Lean une espèce de recette ou un ensemble de recettes, il y a une tendance à dériver et à donner beaucoup de pouvoir aux experts du Lean, donc notamment les consultants, mais pas seulement les consultants, également les acteurs internes qui sont érigés en experts du Lean, qui sont experts parce qu'ils portent des outils. Voilà. Et ça, c'est une dérive redoutable qui peut conduire, et qui conduit la plupart du temps à l'échec. Donc si je comprends bien, là, il y a un conseil à éventuellement des managers qui souhaiteraient peut-être mettre en place des méthodes de Lean Management chez eux, ne pas tomber peut-être dans les conseils d'experts divers et variés. Venir vous voir, non ? Éventuellement, pour des ou d'autres, ou vous, Monsieur de Coster, vous, Madame Bouzette. Docteur Eke, vous, à Valenciennes, vous avez mis en place et vécu une expérience très positive. Ça va être très positif sur le Lean cet après-midi, parce que le but est de le mettre en avant, puisque donc les retours d'expérience, malgré, je le disais tout à l'heure encore, des complications au départ pour vous, sont positifs. Donc vous avez mis en place, une utilisation du Lean Management au sein de votre structure qui a donné beaucoup de résultats. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez mis en place et les résultats qui se sont... Alors, la particularité du déploiement du Lean à l'hôpital de Valenciennes, c'est qu'on a vraiment... alors, on a moins de recul que Namur. D'ailleurs, les équipes sont allées... sur le site de Namur, en effet, rencontrer le professeur de Coster et son équipe.
il y a eu à la fois la volonté de la direction, et notamment de la direction de la qualité, de l'amélioration pour les équipes, et d'un autre côté, en parallèle, la présidence de CME qui voulait qu'on puisse aussi améliorer justement les parcours patients. Comme vous le disiez, et c'est vrai que ça fait vraiment écho à ce qu'on disait ce matin, que finalement, on est dans un fonctionnement à l'hôpital en silo, il faut le dire, hein, et qu'à un moment donné, les patients, ils sortent de nos services, ils sortent de nos pôles, et on a aussi des grosses difficultés et beaucoup d'irritants liés au fait que finalement il y a des ruptures pour les patients, et dans leur parcours il y a des difficultés. Donc il y a des difficultés pour les soignants quand les patients ont à sortir et à bénéficier de prise en charge en dehors de leur service, et bien sûr ça occasionne un retentissement surtout sur la qualité de prise en charge des patients. Donc il y a eu cette rencontre de la volonté de la direction de la qualité et de la présidence de CME. Donc on a mis en place une commission parcours patient que je préside, parce que c'est vrai que je pense qu'en tant que gériatre, la problématique des parcours des patients âgés, c'est un bon exemple de parcours complexe, et que voilà, c'était déjà on va dire une intuition qu'on avait de devoir travailler sur ces parcours, mais évidemment ça concerne les patients de tous les âges. Et donc en parallèle, on a installé au sein des services donc le stand-up meeting pour gérer les irritants du quotidien pour les équipes, et donc d'une façon concomitante, la commission parcours patient travaille sur des parcours plus complexes, donc sur des chantiers, on va dire, plus difficiles à régler au sein des services, qui peuvent être, par exemple, le patient qui est dans un service de médecine, mais qui doit bénéficier d'une prise en charge au bloc opératoire, et alors que c'est très bien rodé pour des services de chirurgie avec le bloc, ça ne l'est pas dans les services de médecine. Il y a plein d'erreurs, ça concerne plein de difficultés, l'anesthésiste qui ne vient pas au bon moment, le chirurgien, les infirmières qui ne savent pas comment gérer, les patients qui sont à jeun et qui finalement sont annulés, et parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler ensemble, et voilà, on ne se connaît pas bien, et comment finalement on va pouvoir réfléchir à l'amélioration des parcours avec le récit, on va dire, des irritants de chacun. Donc la méthodologie, c'est un groupe qui s'occupe d'une thématique, donc par exemple ce parcours des patients qui passent par le bloc en étant dans un service de médecine. On va à la rencontre donc il y a un sponsor qui coordonne le groupe, et puis donc les auditeurs qui sont des soignants de terrain vont dans les autres services rencontrer leurs collègues soignants pour discuter de leurs irritants sur ce parcours, et puis on essaye de faire une synthèse des difficultés, et dans la plupart des parcours sur lesquels on a travaillé, on est aussi allé à la rencontre des patients pour leur demander quelles étaient leurs difficultés face à dans les situations qui étaient concernées en fait. Voilà. On a aussi inclus les patients. Pardonnez-moi, dans ces stand-up meetings, dans ces outils que vous avez mis en place, qui avez-vous inclus ? Quel niveau de personnel avez-vous inclus ? Alors, dans les stand-up meetings, l'ensemble des équipes de soins échangent de leurs irritants, donc infirmières, aides-soignantes. Il y a en général un coordonnateur qui est un cadre de santé ou un médecin qui anime le stand-up meeting. Donc, ça ne se fait pas tous les jours, mais une fois par semaine chez nous dans les équipes. Donc on a des niveaux de déploiement qui sont différents en fonction des différents services. Tout le monde n'est pas aussi avancé dans la démarche, mais on a une adhésion des soignants qui est importante. Voilà, c'est ça qui est important et que je voulais savoir. Patrick Decoster, je vais vous faire réagir là-dessus parce qu'évidemment, vous en avez parlé, c'est le terrain, c'est l'adhésion des uns et des autres. Vous, à Namur, quels sont les freins au niveau du personnel que vous avez pu rencontrer ? Est-ce que tout le monde s'est engagé comme ça, tête baissée, ou y a-t-il eu... Alors, c'est donc clair que c'est loin d'être un long fleuve tranquille, hein, j'ai dit, c'est un combat de tous les jours, et c'est un modèle qui ne convient pas à tout le monde. Je pense qu'il y a encore des gens pour qui
C'est plus simple de dire il n'y a rien qui va parce que mon patron est nul. Il y a des gens qui, malheureusement, attendent que la solution vienne d'en haut. Mais ça reste quand même de plus en plus une minorité, et une toute petite minorité. Parce que la grande majorité des gens, quand ils se rendent compte qu'ils peuvent avoir une certaine action sur leur quotidien et sur leur résolution de problèmes au quotidien, ils vont rentrer dedans à fond, ils sont dedans. Alors cette petite minorité, elle existe comme tous les résistants au changement, comme ça a été décrit partout. Il faut savoir en tenir compte. Il y a aussi des directeurs, et j'ai des collègues pour lesquels aller sur le terrain, c'est pas possible, c'est au-dessus de leur force. Voilà, je respecte ça et c'est un modèle qui ne convient pas à tout le monde, c'est clair. Alors, sans faire de politique, ce n'est pas du tout le but, mais vos deux avis divergent sur un point. Vous me disiez, Patrick de Coster, vous avez eu l'adhésion des syndicats, ou plutôt, et chez vous, les syndicats freinaient. Voilà, après, on parlera d'autres, de l'adhésion des managers, parce que c'est évidemment ce qu'il y a de plus important aussi, mais j'aimerais qu'on essaie de comprendre, peut-être au-delà de la différence des pays. Non, je ne pense pas que c'est une différence de pays. Il y a des syndicats dans des structures comme le CHU de Dijon ou à Mulhouse. Les syndicats sont vraiment porteurs de la démarche. Je pense que, d'abord, évidemment, il y a syndicats et syndicats. Je pense qu'il y a les syndicats qui sont convaincus qu'on est tous dans le même bateau et que tous, nous avons envie d'améliorer la qualité des soins. Et ceux-là, ils comprennent très, très vite qu'ici, on a une approche managériale qui soigne à la fois le patient et le personnel. Et les deux sont en permanence dans la dialectique. Et donc, ces syndicats-là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent nous voulons être les garants de l'application du Lean tel qu'il a été conçu au départ, du Lean patient personnel. Et à ce moment-là, ils sont au contraire des soutiens de la démarche. Et j'en veux pour preuve que ça évolue tout de même en France aussi, puisqu'il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle « Démocratiser le travail » et qui est préfacé par Laurent Berger, le patron de la CFDT, et qui dit exactement ce que je vous dis, ce que disent nos syndicats. Nous, syndicats, nous aurions tort d'être à côté de la démarche Lean. Nous devons nous y intéresser et être garants qu'elle soit bien utilisée et qu'elle ne soit pas tout ce que le Lean n'est pas dans la diapositive que je vous ai montrée. Alors, juste peut-être pour terminer, il y a quand même une petite frange extrême, je suis peut-être un peu provocateur aussi, de syndicalistes pour qui les plaintes du personnel sont le fonds de commerce. Et effectivement, on se rend compte dans l'évolution, j'avais déjà un climat syndical qui n'était pas mauvais au départ, mais il s'est très nettement amélioré, puisque les gens passent d'un mode de la plainte à un mode résolution de problèmes, ben, ils se plaignent beaucoup moins. Et peut-être que pour certains syndicats extrémistes, c'est un petit peu ennuyeux qu'on n'ait plus de gens qui se plaignent, quoi. Je vous vois acquiescer, Anne Deck-Garcia, vous nous en parlerez tout à l'heure parce que je voudrais que vous nous racontiez votre expérience précise de Lean Design. Je reviens à vous, Fanny Eke. Quels ont été, évidemment, c'est la question qui suit, quels ont été les résultats en termes de performance de ce que vous avez pu appliquer jusqu'à présent? Alors, juste par rapport aux syndicats, si je peux redire un mot, initialement, je pense que... C'est pas un débat sur les syndicats, hein, je l'ai lancé, mais... Juste dire que, initialement, chez nous, c'est vrai qu'il y a eu des tracts, il y a eu de l'inquiétude de la part des syndicats, mais qui s'est assez vite essoufflée, parce que finalement, les soignants je pense, n'étaient pas inquiets, et au contraire, étaient contents tout à fait de la démarche, et donc voilà. Mais que, quelque part, nos syndicats n'avaient pas été intégrés dès le début, si vous voulez, et informés de la démarche, et je pense que c'est quelque chose d'important pour ne pas véhiculer tout ce qui est la communication plus alarmante autour du Lean, de pouvoir les intégrer à la démarche et informer dès le départ. Alors, sur les résultats, en ce qui nous concerne, on n'est pas sur des indicateurs, on n'a pas d'indicateurs, par exemple, en termes de taux d'absentéisme, enfin voilà, on n'est pas encore là-dessus par rapport au stand-up meeting. Sur les parcours patients, par contre, on a vraiment amélioré la démarche sur plusieurs parcours. Et donc, par exemple, on a, en lien avec ce qui avait pu être mis en place par le Lean, amélioré la fluidité du parcours aux consultations pour les patients, améliorer la prise en charge au bloc opératoire avec les services, améliorer, aider à la remise en place de la psychiatrie de liaison, voilà, parce que c'était aussi une problématique transversale. Mis en place de l'orthogériatrie dans un service de chirurgie. Enfin voilà, on est sur des projets. Je rebondis juste sur une chose. Vous parlez est-ce que vous parlez de chirurgie? Est-ce que ça peut être une façon de mieux appréhender, notamment le virage ambulatoire, puisqu'on en parle beaucoup?
Oui, bien sûr, évidemment. Dans toute la vision des organisations, le virage ambulatoire, ça peut aussi être tout à fait... ça peut être comme tous les points, ça peut aussi être travaillé par la méthode Lean. Anne-Dec Garcia, c'est votre tour. Vous avez donc à Lyon Sud travaillé, mis en place et finalement réussi, je crois, un système qui est un petit peu original. Vous allez nous le raconter, c'est du Lean Design. Voilà, je vous laisse nous expliquer parce que oui, alors, vous le ferez mieux que moi. Oui, merci. Effectivement, je ne veux pas revenir sur toute la déclinaison du Lean aux HL. Vous avez très bien vu qu'il y a quand même un parallélisme à la fois sur la démarche et les outils avec l'expérience qui a été présentée tout à l'heure. Donc il faut intégrer qu'à Lyon Sud, ça c'est en base. C'est un élément important parce que dans les conditions de réussite d'un déploiement, on ne s'improvise pas déployer un projet en Lean Design comme je vais vous l'indiquer sans qu'il y ait une culture quand même qui soit à la fois portée sur l'innovation managériale mais aussi des outils tels que vous les avez indiqués tout à l'heure. Donc l'aventure a commencé fin 2016 puisque nous avons une réflexion très poussée avec la direction générale des HCL sur un projet de restructuration des blocs opératoires, des soins critiques et des urgences de Lyon Sud. Lyon Sud étant l'hôpital principal du groupement Sud qui en compte 3. Très vite, on s'est vraiment penché sur l'idée d'avoir une méthode qui soit une méthode différente de construction de ce projet, puisque c'est un projet c'est un projet immobilier, vous l'avez bien compris. Donc le Lean Design a été d'appliquer les principes du Lean à l'édification d'un projet de bâtiment. Donc on s'est tourné un petit peu, on a regardé autour de nous et il n'y avait pas d'expérience en France qui soit mature de ce point de vue-là. Donc on a échangé beaucoup avec les Québécois et notamment avec le CHU de Québec qui a complètement reconstruit son CHU en mode Lean Design. Alors le Lean Design, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet immobilier, mais c'est un projet immobilier sur lequel on part de la feuille blanche. C'est-à-dire que l'on va travailler sur toutes nos organisations avant de parler des plans. Donc on a mis à peu près 1 an à évoquer un schéma fonctionnel et des plans. On est parti sur toutes nos organisations, l'analyse de nos dysfonctionnements, des conditions de réussite, dans une démarche très participative, puisque la particularité du Lean Design, il y en a 2. La première, c'est une approche par les flux, c'est-à-dire qu'on va travailler sur les flux de patients, sur les flux de professionnels, les flux de médicaments, les flux de restauration, les flux de la logistique, enfin j'en passe et des meilleurs, et on va faire participer à la fois les professionnels, il y en a 180 dans l'équipe projet, les patients, il y en a 100, et l'institution, donc pour avoir les 3 voies de l'institution, du patient et des professionnels, pour avoir un projet qui soit la voie médiane, entre guillemets, entre toutes ces composantes-là. Donc c'est une très grande ambition. Pour pouvoir mener un projet comme ça, il y a des conditions de réussite importantes, comme vous l'imaginez, et elles sont plusieurs. Je l'ai dit tout à l'heure, déjà une culture Lean de base sur les outils, ça me semble un élément très important. Également un sponsor fort, et la direction générale des HCL a été un sponsor immense, et je ne peux que les remercier, ils sont présents aujourd'hui, parce que sans vraiment la volonté de la direction générale sur un projet comme ça, on ne peut pas trop avancer, puisque la particularité, c'est qu'on va mettre beaucoup de temps, d'énergie sur la première partie, pour ensuite gagner du temps en phase de maîtrise d'œuvre avec l'architecte, c'est-à-dire, et puis gagner aussi, et c'est l'objectif, sur les révisions de programme. L'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de révision de programme après. Donc ça veut dire qu'on mise au départ et on paie les musiciens à la fin du bal. Et donc ça demande aussi un leadership fort, ça a été dit, et encore une fois, les HLL l'ont eu, et j'en suis ravie parce que c'est un projet qui est un projet assez fantastique, dans la mesure où il est, je vais utiliser un mot assez à la mode, mais qui est disruptif. C'est-à-dire que ça déstabilise énormément les acteurs. Et ça a été dit tout à l'heure, mais je crois qu'il faut le redire. Un groupe projet de 180 professionnels du brancardier au PUPH, ça challenge notre vision du collectif. 100 patients intégrés, ça challenge le lien entre les soignants et les patients. Alors, j'ai 1000 anecdotes sur le sujet, je sais que ce n'est pas l'objet cet après-midi, mais c'est vrai que ça bouscule quand même pas mal. On a eu des professionnels qui ont tenté quand même d'imposer leur vue
aux patients. Et les patients ont été extrêmement clairs sur ce qu'ils voulaient et sur ce qu'ils ne voulaient pas. Je vais vous donner un petit exemple pour vous donner une illustration. Quand on a travaillé sur les soins critiques, les professionnels étaient persuadés que ce qui troublait beaucoup les patients, c'était le fait des rotations. Toutes les 12 heures, des professionnels et qu'ils aient beaucoup de visages. Et donc, ils ont tenté, dans les questionnaires patients, de faire passer cette notion-là. Et pas du tout, les patients, ça ne les dérange absolument pas. Ce qui les embête, c'est les alarmes. Et donc, on a travaillé sur tout l'environnement acoustique. Voilà. Alors, c'est une petite anecdote, mais pour vous dire qu'il y a un ajustement qui est tout le temps réciproque entre les trois composantes, l'institution, les professionnels et les patients, et c'est ce qui fait la force du projet. Et puis c'est surtout, si j'entends bien ce que vous dites, qu'on est loin de la politique d'efficience économique. Oui, alors ça, je l'ai noté tout à l'heure quand vous êtes intervenu. On part, et ça a été très bien exposé par Pascal Coron dans le film qui a été vu tout à l'heure, on part vraiment, et je peux vous parler des syndicats aussi, c'est-à-dire qu'on part dans cette méthode en y donnant du sens. Quel est le sens? Quelle est la vision? Quel est l'objectif? Quelles sont les conditions de réussite que l'on partage? Notre objectif, il a aussi un cadrage. Et là aussi, la direction générale a été très claire. On ne part pas sur l'imagination au pouvoir. Ce n'est pas le sujet. On part dans un cadre qui est très contraint. La réutilisation de bâtiments. On part sur un dossier Copermo. Donc, ceux qui ont aussi touché du doigt ce type de sujet savent quelle est la contrainte. J'ai eu des expériences professionnelles précédentes où la communauté découvrait au moment où on déposait le dossier combien de lits on supprimé. Là, ce n'est pas le sujet. Dès le départ, on sait quels sont les indicateurs et les 180 personnes du groupe projet savent qu'on va devoir attendre tant d'indicateurs sur le TROS TVO, tant d'objectifs de qualité en termes de conditions de travail, et tous ces objectifs-là, ils sont partagés. Et on part pas du tout, on part d'un objectif de performance et non pas d'efficience. Et donc la performance dans toutes ses composantes, mais pas simplement économique. Alors justement, cette performance, la qualité des soins a-t-elle été augmentée? La performance est-elle au rendez-vous? Pas au sens forcément économique, mais quel résultat? Alors aujourd'hui, là on a fini, on a fait un Kaizen. Alors un Kaizen, c'est un séminaire. Vous avez vu les images tout à l'heure dans le petit film où les 180 personnes travaillent ensemble. Au mois de juillet, on a terminé le Kaizen, qui est le Kaizen du plan de transformation. Donc là, maintenant, nous avons le plan de transformation associé à l'entrée dans le nouveau bâtiment. Dans le parallèle, nous travaillons sur la fin du programme pour avoir le programme technique détaillé fini en fin d'année. Nous avons fait également un plan de déclinaison du plan de transformation pour avoir des gains, si je puis, oui, des gains en performance par anticipation. Donc on commence déjà sur les soins critiques, on a revu complètement le projet médical. Donc depuis qu'on a commencé il y a 1 an, il y a des choses qui ont avancé, tant et si bien qu'on a souhaité échanger avec l'Agence régionale de santé pour avoir un T0 du projet en 2016. Parce que, vu que c'est une démarche qui est apprenante, vous l'avez très bien dit aussi, mais les gens testent, l'équipe projet teste au fur et à mesure, et on a déjà modifié et des parcours malades et des process dans le cadre du projet Boréal, qui donc n'est pas seulement un projet immobilier, mais qui est un projet de restructuration. Et ça, je dois l'avouer, on l'a découvert en marchant. Ça a été la bonne surprise du projet. Comme vous avez découvert en marchant des tas de choses, hein, c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Ariane Bouzette, il y a quand même une chose, avant de vous laisser retourner chez vous, mais vous le dites tous d'ailleurs, hein, mais qui est très importante pour vous, c'est votre dada, c'est la montée en compétence de chacun. Est-ce que c'est pas, entre autres choses, là que se place le challenge de cette application du Lean à l'hôpital? Oui, donc c'est vraiment mon dada, ça, c'est la montée en compétence de chacun, le fait de redonner du sens aussi de travail de chacun. On a vu un peu l'intelligence artificielle juste avant, donc je me dis que plus qu'hier, on doit redonner du sens au travail. L'intelligence artificielle va peut-être faire perdre à certaines personnes le sens qu'ils ont au travail. Et ça va nous amener aussi à avoir beaucoup plus de temps, peut-être, pour le patient, le temps qui est notre ennemi aujourd'hui aussi. Donc le temps qu'on va pouvoir récupérer pour pouvoir être plus humain, plus compétent pour le patient et monter la compétence de chacun d'entre nous, c'est-à-dire du personnel de terrain, mais jusqu'au niveau hiérarchique le plus élevé. Je crois que quand on arrête d'apprendre, on peut dire qu'on peut être 6 pieds sous terre. Je crois que tous les jours, on apprend. On demandera à Raphaël Enthoven ce qu'il en pense la fois prochaine, mais je pense qu'il aura peut-être une conférence à nous livrer là-dessus. Il est 16h, je dois libérer Patrick de Coster dans 5 minutes et Ariane Bouzette. C'est pour ça que là, j'en profite, si par hasard il y a des questions pour eux, alors il n'y en avait pas il y a 10 minutes parce qu'ils ont été très très clairs,
Mais si là, au fur et à mesure de ce qui a été évoqué par les autres, vous avez des choses à partager avec eux ou à leur demander, c'est le moment, avant que nous ne continuions, mais surtout qu'on les laisse peut-être nous quitter. Y a-t-il ou non? Ah, voilà, si, là-bas, au fond, là-bas, levez bien la main, parce que je ne sais pas si... On va vous apporter un micro, je vais vous demander de vous présenter, évidemment, comme tout à l'heure, avant de poser votre question. Ça arrive. Bonjour, Frédérique Philippona, je suis directrice des organisations et projets au Centre hospitalier de Versailles. Moi, j'aimerais avoir un conseil. En fait, le Lean, ça fait quelques fois que je l'entends. Nous venons de changer de direction. Je pense que le Lean doit être porté au plus haut de la direction. Et j'aimerais avoir un conseil pour savoir comment doit-on débuter une culture Lean au sein de l'hôpital. Doit-on former toute l'équipe de direction, tous les chefs de pôle? Comment on commence? Okay, donc, c'est vraiment une question fondamentale. Commencer, il n'y a rien à faire, il faut commencer par la direction générale et par le comité de direction. Après, il faut effectivement une information des cadres et puis vous pouvez commencer à le déployer sur le terrain. Mais il faut avant toute chose que la direction générale et que le comité de direction soient convaincus. Alors si vous voulez, vous nous invitez et on vient parler un peu avec eux et leur expliquer comment on peut rentrer un peu plus dans les détails. On l'a fait déjà avec pas mal de comités de direction en France, mais c'est vraiment la première étape. Il faut que l'ensemble de la direction, en tout cas la majorité, parce que vous n'aurez probablement pas tout le monde avec vous, mais la majorité puisse dire « Ok, maintenant, nous changeons notre façon de travailler au quotidien et nous allons être exemplaires dans l'application des grands principes qu'on a vus ici. » Ça, c'est clair, net, c'est par là qu'il faut commencer. Une autre question, si on a récupéré le micro, une autre question. Allez-y, lancez-vous. Après, vous le regretterez parce qu'ils vont nous quitter. Monsieur? Non. Non. Bon, alors. Oui, ceci dit, on répond à nos mails et aux coups de téléphone, donc si d'autres ont envie de nous contacter. La particularité des gens qui se lancent dans le Lean en général, c'est qu'ils sont enthousiastes de partager. Donc nous, on aime beaucoup de partager ce qu'on fait, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions qui vous viennent plus tard. Alors, la question de Monsieur Prada est la suivante. Quel est le jour de la semaine où on peut vous joindre? Non, c'est ça? Ah, c'est pas un des moments fixes. Donc l'heure et demie terrain, pardon. L'heure et demie de terrain n'est pas un des moments fixes, parce qu'effectivement, j'ai un agenda qui est quand même un agenda chargé, mais mon assistante sait qu'elle doit trouver dans les différents moments 1h30 par semaine, et par service, c'est quoi? C'est un quart d'heure. Il faut pas déranger les gens trop longtemps. Hein. Alors je sais par exemple quelles sont les heures où il y a des stand-up meetings dans les différents services. J'essaye d'en placer un à ce moment-là. Je sais qu'au bloc opératoire, c'est pas mal de passer à 8h du matin. Enfin voilà, donc c'est pas 1h30 tout d'un coup où je me dis maintenant je fais le tour de l'hôpital. C'est des morceaux qui font en tout environ 1h30 par semaine. Alors un petit truc aussi peut-être pour commencer, si vous avez envie à votre niveau, c'est au lieu de demander à quelqu'un de venir dans votre bureau, déplacez-vous, allez dans son bureau. Vous apercevrez beaucoup de choses et vous comprendrez beaucoup de choses. Donc il y a énormément de petites choses aussi par lesquelles on peut commencer, qui ne coûtent pas de temps ou pas d'argent, qui sont des attitudes différentes, des comportements différents. On l'a bien vu, ce sont les comportements qui amènent les résultats, mais ça ne marchera que si c'est un projet d'entreprise global et que ça s'intègre dans la vision managériale de l'entreprise. Sinon, vous allez construire des frustrations parce que les gens vont voir que c'est formidable et puis voilà, il n'y a pas de système derrière, il n'y a pas de mouvement global de l'institution et ça va être pire que bien. Donc en deux mots, finalement, c'est la réflexion collective qu'il faut mettre en avant, c'est l'humain qu'il faut mettre sur le devant de la scène. Quand on le dit comme ça, c'est facile, on est assis là et ça paraît évident. Qu'est-ce qui fait, Anne Deck-Garcia, je me tourne vers vous, parce que qu'est-ce qui fait que c'est pas si évident que ça et que finalement, on a l'impression que ça met un certain temps avant que ça ne rentre dans ce que vous appeliez la culture. Je vous libère, ne vous inquiétez pas, je pense à vous. Moi, clairement, je reviens sur ce qui a été dit, l'exemple vient d'en haut.
J'imaginais pas qu'on puisse se lancer dans un projet comme ça au sein du groupement hospitalier Sud, si effectivement, que ce soit les directeurs adjoints de l'équipe ou moi, je n'aille faire des gambas ou qu'on ait une salle de commandement des projets au sein du groupement qui soit avec une gestion de projet du Lean. Enfin, sinon, il y a un malentendu. Il y a un malentendu et tout de suite, du coup, on n'arrive pas à pérenniser parce que pour le coup, le top management n'est pas forcément, lui, empreint de ces outils-là. Donc, commençons déjà par nous-mêmes, par vraiment intégrer ces process-là pour ensuite aller demander effectivement aux unités de soins. On a vu des cadres de santé de Lyon Sud faire le stand-up meeting. C'est plus cohérent. Moi, j'allais animer les formations des professionnels. C'est effectivement bien si c'est moi qui vais animer les formations des professionnels, faire l'introduction au moins et assister à quelques-unes. Ça montre que c'est une vraie volonté. Il faut tenir parce que aussi, il y a un élément que vous avez peut-être ressenti, je pense sur le Lean au quotidien, c'est qu'à force, et on l'a eu sur le projet en Lean Design, quand tu passes 6 mois à travailler sur tes dysfonctionnements, c'est quand même la sinistrose. La méthode veut qu'on travaille effectivement d'abord sur nos organisations, donc sur nos points forts et nos points faibles, on travaille sur les conditions de réussite et ensuite on va à la solution. Et les soignants, ils ne sont pas habitués à ça. On leur demande tous les jours de régler des problématiques très vite et c'est leur culture. Et donc prendre le temps de se poser et de travailler longtemps. Et donc les 6 mois sur les dysfonctionnements, il n'aurait pas fallu 15 jours de plus parce que je pense que j'aurais perdu la moitié de l'équipe projet, pour être tout à fait clair. Il faut aussi pouvoir accompagner la parole de chacun. Ça a été dit tout à l'heure. Moi, ce que j'ai eu à gérer dans le groupe projet, c'est les égos des uns et le sentiment de non-légitimité de d'autres. Moi, en brancardier, qu'est-ce que je vais aller dire sur ce sujet-là, alors que le docteur un tel, enfin je caricature, mais vous voyez cette posture-là. Donc il faut être extrêmement dans l'empathie et aller chercher la parole des uns et des autres. Donc c'est vrai que ça challenge un peu ce que les l'on managers. soit. Ouais, très clairement. Enfin, ça a complètement changé mon approche du management. Vous parliez tout à l'heure des gambas. La première fois où j'ai fait un gamba, il a fallu que je rentre dans la chambre d'un patient pour aller l'interroger. J'étais pas très à l'aise. Et la deuxième fois non plus d'ailleurs. Et bon, après, on a de l'assurance sur ces sujets-là, mais ça développe effectivement un sens de l'écoute. Et je reviens sur les syndicats, parce que j'avais un CHSCT ce matin. Du coup, moi, c'est effectivement la même sensation, c'est-à-dire qu'ils sont moins sur des problématiques du quotidien, parce que forcément, les problématiques du quotidien, elles nous remontent. Les irritants nous remontent. Du coup, il y a 2 types d'état d'esprit des syndicats en la matière. Soit une radicalisation, il faut le dire aussi. Du coup, certains se mettent sur des postures et non plus dans l'échange. Et puis les autres comprennent l'intérêt. Moi, j'ai même eu une organisation syndicale qui m'a demandé le déploiement du Lean au sein du service de sécurité, parce que ça leur semblait une bonne approche pour résoudre les problèmes et créer du lien dans l'équipe. Donc on a vraiment des postures très hétérogènes, mais cette question-là, il faut se la poser et être très ouvert sur l'intérêt du projet et de la démarche. Patrick de Coster. Oui, c'est vraiment ce que vous venez de dire, en tout cas sur le fait d'aller sur le terrain. Et tous les directeurs généraux que j'ai connus ont exactement fait le même chemin que vous et que j'ai fait. Moi, il m'a fallu 6 mois pour être à l'aise, à vraiment poser des questions, à vraiment être à l'écoute, à vraiment... C'est pas facile. Et non seulement c'est pas facile, mais quand ça marche et quand vous tenez bon et qu'au début, quand vous ne savez pas trop et que vous voyez que les gens se disent « Ouh là là, le patron arrive, est-ce qu'on a fait quelque chose de mal ?» C'est la panique. Quand les gens ont dépassé tout ça et ont compris pourquoi vous veniez, pour vous, c'est une source d'énergie colossale. Parce que vous avez vraiment envie de vous battre pour ces gens de terrain, parce que vous vous rendez compte de ce qui se passe vraiment dans votre hôpital, totalement différemment que si vous vous contentez d'entendre tous les gens qui se plaignent quand ils viennent dans votre bureau. Quand vous allez sur le terrain, la réalité, elle est tout autre. Et ça vous apporte à vous aussi une énergie colossale. Mais au début, il faut s'accrocher, c'est pas facile. Et c'est vrai que les premiers mois, je me suis dit, oulala, est-ce que je vais continuer? Et oui, j'ai continué et je ne le regrette pas. Philippe Lorino, je vais vous laisser le mot de la fin, parce que vous avez débuté, donc la boucle sera bouclée et je vais pouvoir ensuite vous libérer. Est-ce que le professeur d'économie que vous êtes, ou de gestion, pense que le Lean Management, on en a parlé, on a vu ce que ça pouvait donner comme résultat positif, on pourrait en parler encore bien plus, je sais bien. Est-ce que ça peut être appliqué aujourd'hui à l'hôpital? Quelle est votre analyse, quelle est votre conclusion là-dessus? Je pense que les idées, ce que j'ai évoqué comme idée de base du Lean, c'est-à-dire donner la parole aux équipes de terrain opérationnel,
un management ambitieux mais humble, à l'écoute, ne pas sacraliser les outils. Tout cela est évidemment applicable à l'hôpital comme à toute forme d'organisation, à condition de ne pas s'arrêter aux étiquettes. Hein, ma dernière mise en garde serait de dire n'allez pas sur le marché du conseil, de l'expertise, je ne sais quoi, pour acheter le lean management, hein, comme si le lean management était une recette. Je crois qu'avant tout, il faut savoir ce que l'on veut faire dans son organisation sur le fond. C'est-à-dire, est-ce que j'ai envie de donner la parole aux équipes opérationnelles? De quelle manière? Dans leur transversalité, dans leur pluridisciplinarité, comment je vais mettre ça en musique? Avec quel type d'outils? Quel type d'instruments, de techniques je vais tester? Donc à la limite, je dirais, laissez de côté l'étiquette Lean, qui peut être à double tranchant, et définissez et discutez avec les acteurs. Donc d'abord, effectivement, je suis bien d'accord avec les dirigeants, il faut que les dirigeants soient engagés, et puis avec les autres acteurs de l'hôpital, ce que vous aviez envie de faire sur le fond. Et méfiez-vous des slogans, méfiez-vous des démarches de type zéro gaspillage, zéro défaut, zéro, etc. Parce que ce gouvernement par les slogans débouche en général sur des impasses. Voilà. Merci beaucoup à tous les quatre.